Pourquoi? Parce qu'Alexandre ne cherche pas seulement à gagner. Il cherche à dépasser toutes les limites. Il poursuit sa route vers l'Ain. Il traverse des régions difficiles, affronte des résistances locales, faute des villes, impose son autorité. Mais plus il avance, plus ses hommes sont épuisés. Ils ont quitté la Macédoine depuis des années. Ils ont combattu, marché, saigné, traversé des déserts, des montagnes, des fleuves. Eux rêvent de rentrer. Alexandre, lui, rêve encore d'aller plus loin. En aide, il affronte le roi Poro lors de la bataille de Lydas. C'est une victoire difficile. Les éléphants de guerre impressionnent les soldats macédoniens. Mais Alexandre gagne encore. Toujours. Pourtant, après cette victoire, ses hommes refusent de continuer. Ils ne veulent plus avancer. Ils ne veulent plus conquérir. Ils veulent revoir leur pays, leur famille, leur terre. Pour la première fois, Alexandre va céder. L'homme qui voulait aller jusqu'au bout du monde est arrêté non par un ennemi mais par ses propres soldats. Le retour est terrible. Une partie de l'armée traverse le désert de Gédrosie. Et les conditions sont horribles. La chaleur, la soif, la fatigue, les pertes humaines. Même après tant de victoires, l'empire d'Alexandre commence à montrer ses fissures. Car conquérir un empire est une chose. Le gouverner en est une autre. Alexandre tente de fusionner les cultures grecques et perses. Il adopte certaines coutumes orientales. Il encourage les mariages entre ses soldats et des femmes perses. Il intègre des Perses dans son armée et son administration. Pour lui, son empire ne doit pas être seulement macédonien. Il doit être universel. Mais beaucoup de ses compagnons ne comprennent pas. Certains se sentent trahis. Ils pensent qu'Alexandre oublie ses origines. Les tensions montent. Alexandre devient plus autoritaire. Il se méfie. Il punit durement. Des proches sont exécutés. Des amitiés se brisent. La légende du liron invincible laisse peu à peu apparaître un autre visage, celui d'un roi seul, obsédé par son destin, incapable de s'arrêter. Puis, en 323 avant Jésus-Christ, à Babylone, Alexandre tombe malade. Il a seulement 32 ans. Les récits racontent qu'il est pris de fièvre. Son état empire. Ses généraux s'inquiètent. Son immense empire n'a pas d'héritier adulte prêt à gouverner. On lui demande à qui il laisse son royaume. Selon une tradition célèbre, il aurait répondu « Au plus fort ». Puis Alexandre meurt. À 32 ans. Après avoir conquis des territoires immenses. Après avoir renversé l'empire perse. Après être devenu une légende. Mais sa mort reste mystérieuse. Maladie naturelle. Fièvre. Infection. Empoisonnement. Encore aujourd'hui, les historiens débattent. Ce qui est sûr, c'est qu'après sa disparition, son empire ne survit pas longtemps. Ses généraux se déchirent pour le pouvoir. L'immense royaume est divisé. Alexandre avait conquis le monde connu, mais il n'avait pas construit une succession solide. Et pourtant, malgré l'effondrement de son empire, son influence reste immense. Partout où il est passé, il a laissé des villes, des routes, des échanges, des mélanges culturels. La culture grecque s'est diffusée jusqu'en Égypte, en Perse, en Asie centrale, et jusqu'aux portes de l'Inde. Ce monde né des conquêtes d'Alexandre, on l'appelle le monde hellénistique. Alexandre n'a pas seulement gagné des batailles. Il a changé la carte du monde. Il a rapproché des civilisations. Il a créé un pont entre l'Occident et l'Orient. Mais son histoire pose aussi une question troublante. Était-il un génie visionnaire? Un roi bâtisseur? Un conquérant brutal? Ou un homme dévoré par son ambition? Peut-être était-il tout cela à la fois. Alexandre le Grand voulait que son nom traverse les siècles. Et sur ce point, il a réussi. Plus de 2000 ans après sa mort, on raconte encore son histoire. Celle d'un jeune homme devenu roi à 20 ans. D'un chef de guerre qui n'a presque jamais perdu. D'un conquérant qui voulait atteindre les limites du monde. Et d'un homme qui a obtenu presque tout. Sauf le temps de profiter de son empire.